L'émergence des BRIC, puis des BRICS et ensuite des BRICS Plus a été certainement l'événement le plus important de ces 20 dernières années. L'adhésion de 5 nouveaux pays en janvier 2024, en l'occurrence l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Iran et l'Éthiopie, et les probables adhésions dans les prochaines années montrent le dynamisme et le pouvoir d'attraction de, de ce forum économique. La croissance économique spectaculaire que ce groupe de pays allait connaître, ainsi que les implications de ces tendances futures pour l'économie politique internationale, n'arrêtent pas de susciter beaucoup d'études économiques dans les 4 coins de la planète. Une croissance ascendante qui a débuté en 2006 aux côtés de l'Assemblée générale de l'ONU, puis institutionnalisée en 2009 lors de la première réunion à Yekaterinbourg, en Russie, dans le contexte de la crise financière et monétaire internationale, dite crise des subprimes. Alors, une crise majeure que ni les États-Unis, ni le FMI et la Banque mondiale n'ont pu gérer, ni même contrôler. Rétrospectivement, il est clair que cela a suscité la volonté des 4 pays pionniers des BRICS, Brésil, Russie, Inde et Chine, d'essayer d'organiser un meilleur système de gouvernance de la monnaie et du commerce mondiaux. En 2011, l'Afrique du Sud a rejoint les BRICS en tant que pays le plus performant économiquement dans le Sud, transformant les BRICS en BRICS. Avec cet ajout, les pays BRICS représentaient 26% de la masse continentale mondiale et un total du PIB en parité de pouvoir d'achat passant de 25,6% en 2009 à 32,2% fin 2023. De ce fait, l'affirmation que les BRICS représentent les intérêts de la majorité mondiale gagne en crédibilité. Les BRICS ont continué de s'affirmer comme un groupe de pays ayant des aspirations économiques communes et des idées similaires sur le type de multilatéralisme et les changements dans l'économie politique mondiale qui seraient nécessaires pour y parvenir. En fait, les BRICS se sont développés, attirant de plus en plus de pays. En 2023, lors du 15e sommet, l'organisation décide d'admettre 6 nouveaux pays, même si pour des raisons politiques, l'Argentine a décliné finalement l'invitation. Les BRICS se sont transformés en BRICS Plus avec 5 nouveaux membres au 1er janvier 2024 avec un PIB commun en parité de pouvoir d'achat de 36,2%. Les BRICS sont devenus également l'égal du G7 et les BRICS Plus ont réduit l'écart avec ce que l'on peut aujourd'hui appeler l'Occident collectif. L'adhésion de l'Arabie saoudite et de l'Iran a naturellement une signification politique, mais aussi commerciale et énergétique décisive. Les BRICS sont alors devenus un bloc ambitieux avec sa propre dynamique interne qui s'engageait dans des projets d'infrastructures à grande échelle à l'intérieur de leurs frontières nationales ainsi que dans des projets transnationaux dans leur région. Les BRICS ont même créé une nouvelle institution bancaire, la Nouvelle Banque de développement, qui a admis les pays non encore membres des BRICS en remettant en question l'hégémonie des pays européens et nord-américains dans la finance internationale. Il s'agit de la première création institutionnelle dans ce domaine extrêmement sensible, non générée par les pays occidentaux. De toute évidence, les aspirations économiques sous-jacentes des BRICS portaient en elles la remise en question, voire le remplacement des institutions de Bretton Woods. La nouvelle banque de développement a servi à revigorer les flux de capitaux au sein et entre les pays des BRICS dans un contexte de vide financier, dans un monde post-crise financière. En 2017, près d'une décennie après la crise financière de 2008, les BRICS représentaient 19% des flux d'investissement mondiaux. Une grande partie de ces flux financiers a été canalisée vers des projets d'infrastructure à forte intensité capitalistique. Le rôle régional des BRICS est désormais évident et il s'étend lentement
vers un rôle mondial. En effet, pour le sommet de Kazan, pour plus de 30 pays ont déposé une demande d'adhésion officielle au BRICS+. Ainsi, peut-on s'attendre à un élargissement de l'Alliance? Quels sont les critères pour les pays partenaires? Comment l'Occident collectif réagit-il au renforcement de la position des BRICS sur la scène mondiale? Quid des questions financières et monétaires? Alors, pour discuter de toutes ces questions fondamentales, j'ai le plaisir de recevoir depuis Paris Hélène Clément-Pétillot, économiste, chercheuse au Centre d'études des modes d'industrialisation de l'École de guerre économique à Paris. Hélène Clément-Pétillot, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour Kamal, il est toujours très agréable de pouvoir discuter avec vous et surtout de parler en français avec un auditoire aussi large que le vôtre, une grande partie de l'Afrique et peut-être au-delà. Merci Kamal d'organiser tout ce beau programme. C'est moi qui vous remercie et tout le plaisir est pour nous. La revendication par les BRICS d'un pouvoir décisionnel accru au sein des institutions de gouvernance mondiale a augmenté leur mécontentement latent ou le mécontentement latent dans la mesure où les pays occidentaux dominants ne manifestent aucune volonté d'écouter leur voix, c'est-à-dire la voix de ces pays émergents. Alors cela a conduit à la recherche de moyens alternatifs pour renforcer leur pouvoir en créant des institutions, justement, et c'est la chose la plus cruciale, parallèles aux institutions établies, dirigées et engendrées par l'Occident, comme le FMI, la Banque mondiale, l'OMC. Nous pouvons aussi rajouter l'OMS, vu le rôle qu'elle a eu durant la crise Covid-19. Alors, l'aveuglement des Occidentaux euh, a-t-il enfanté euh, l'outil qui brisera finalement leur système hégémonique? Alors, en effet, je pense qu'on peut partir sur une sorte de constat d'échec des pays du Sud pour faire entendre leur voix dans les instances internationales telles qu'elles ont émergé du système de Bretton Woods. Euh, si on regarde les droits de vote au FMI, il y a une inertie qui ne rend pas compte des réalités économiques, du pouvoir économique des pays dans le monde et encore moins du pouvoir des populations, de la réalité du peuplement du monde. Je crois qu'il y a eu aussi des tentatives qui ont été infructueuses. Je ferai référence pour ça à la tentative mise en place par Dominique Strauss-Kahn quand il était président du Fonds monétaire international. Il avait, en parfait économiste qu'il était, il avait une pleine conscience euh, du, du, du temps qui passait et de la difficulté économique des pays qui voulaient encore être hégémoniques dans le monde. Et je crois qu'il proposait une solution, une sorte d'atterrissage en douceur. Mhm. C'est-à-dire qu'il a voulu, dans un premier temps, il a intégré la monnaie chinoise dans la référence comptable du FMI, dans le DTS. Donc, c'était déjà une première chose. Mais il voulait aussi changer les droits de vote au sein du Fonds monétaire international. Et d'une certaine manière, il choisissait une voie, euh, pour lui, l'hégémonie, en particulier à partir de 2008, avec la crise de 2008, où l'Occident a été quand même fort incapable de gérer cette crise et sa diffusion. Donc, qu'il fallait changer quelque chose. Et pour préserver quand même un certain statut, je crois qu'il pensait qu'il était bon que l'Occident accompagne ce changement. Mhm. En fait, ça c'est pas allé dans ce sens. Au contraire, c'est lui qui a été remercié assez vilainement, je dirais. Mhm. Et, euh, et donc, on a eu une sorte de poussée en avant. C'est-à-dire, on continue avec cette inertie encore quelques années et puis on verra bien ce qui se passe. Donc, Mhm. si vous voulez, le choix de l'affrontement a été fait par l'Occident parce que l'Occident avait les moyens d'amortir cette chute institutionnelle et je crois que les pays du Sud en auraient été finalement contents.
euh, au final, ils ont dû reprendre cette responsabilité et les choses se font via les BRICS d'une manière, à mon avis, la plus soft possible, la plus douce, parce qu'on ne voit pas d'agressivité de la part des membres des BRICS en tant que collectif. Donc voilà, je pense qu'il y a eu des tentatives qui ont été avortées par la volonté occidentale. Disons que ce sont les néoconservateurs qui ont voulu pousser encore plus le temps de l'hégémonie toute puissante, et alors qu'il n'y avait aucune réalité économique à cela. Donc, Hmm. d'une certaine manière, on a eu un phénomène de, je dirais pas de rejet de ces pays des BRICS, mais de prise de conscience d'une incapacité à gérer le monde contemporain, le monde économique, et je dirais la société contemporaine. D'accord. Impossibilité de l'Occident à penser une alternative. Donc peut-être il faut penser non pas en termes d'alternative, mais en termes de complémentarité. Et Hmm. si je devais résumer un peu l'idée des BRICS, c'est ça, fournir autre chose parce que l'Occident n'a plus de réponse. Il se dit global, mais il n'a plus de réponse pour tout le monde. Voilà. D'accord. Ensuite, d'un point de vue de la stabilité et de la sécurité du monde, cette question s'impose aussi parce que des dérèglements Absolument. économiques imposent des dérèglements sécuritaires et on le voit chaque jour. On n'a pas besoin d'en parler plus. Donc la recherche d'un monde plus apaisé est aussi cette réponse qui est fournie par les BRICS avec cette recherche de multipolarité et non pas une poursuite effrénée de l'hégémonie d'un petit groupe de pays qui fonctionne avec inertie et aveuglement. Je rappelle justement, juste par rapport à ce que vous venez de développer, qu'en aucun moment les pays des BRICS n'ont dit que ils avaient une logique de confrontation avec d'affrontement avec l'Occident, bien au contraire. C'est-à-dire, lors du dernier sommet à Johannesburg l'année passée, dans la déclaration finale de ce sommet, le président sud-africain Ramaphosa avait dit, donc en lisant la déclaration, que les BRICS sont dans une démarche de complémentarité et de ce point de vue, il souhaite que le G20 reste, c'est-à-dire en place, et qu'il devienne une espèce de forum de discussion entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire ceux qui sont pour un changement en douceur et ceux qui donc essayent de sauvegarder leur système. Alors, je vous pose quand même une Mais deuxième question. peut-être qu'ils pourront être persuadés qu'il va falloir qu'ils changent quand même un peu. Et je pense que c'est un petit peu ça, le, Oui, le, oui, oui. la tentative de mettre en place des compromis et de faire respecter les souverainetés des pays. Je crois que c'est tout le sens de l'effort des BRICS depuis leur création. Absolument. La tâche est pas facile et on le voit chaque jour. Ceux qui prônent l'affrontement et qui voient les BRICS avec un danger ou qui même pour écarter ce danger le nient, c'est ce qu'on a assisté en Occident. Mhm. Je dois dire, malheureusement, tant de collègues d'économie ont écrit des ouvrages qui ont eu des succès parce qu'ils ont été propagés dans le milieu universitaire, au niveau, par exemple, dans des écoles telles que Sciences Po, sur l'incapacité des BRICS à jouer un rôle un jour dans l'environnement mondial. Donc, Ouais, ouais, ouais. on a abreuvé les étudiants finalement de bêtises sur une réalité. On avait peur de cette réalité. Donc, au lieu d'y être confronté et de progressivement s'y adapter et de mettre en place des compromis, non, on a fabriqué des esprits pour nier cette réalité et donc ne faire que s'y opposer ensuite quand elle D'accord. apparaît D'accord. aux voyants. Bien. Alors, les pays des BRICS ont connu une transformation radicale de leur structure politico-économique depuis les années 90. Donc, un dénominateur commun entre les expériences donc hétérogènes de développement économique de ces pays et leur position donc de pays économiquement performants a été la façon dont l'État a activement pris des mesures politiques pour mobiliser les ressources, les politiques commerciales, les marchés publics, la promotion de la demande publique
et la fourniture d'un soutien financier. Et disons-le donc tout de suite, euh, le rôle donc de l'État dans le développement économique après différentes formes dans les pays qui composent les BRICS, mais il a été et reste incontestablement important, et c'est ce que nous avons vu d'ailleurs en Russie après les sanctions occidentales suite au début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Ce sont les politiques que l'État finalement a pris qui ont permis non seulement de donner les moyens de résilience à la Russie, mais même de la propulser dans l'échelle des puissances économiques mondiales. Actuellement, elle est à la quatrième place. Alors, Hélène Clément-Pétillot, par cette dimension et dans leur développement, les pays des BRICS lancent-ils un défi à la fois implicite et explicite aux institutions économiques mondiales occidentales, globalistes et ultralibérales? Et puis, un tel défi doit cependant euh, être défini. À votre avis, que fera l'Occident face à la puissance structurelle croissante des BRICS? Alors, je pense que vous avez tout à fait raison, Kamal, de souligner ce point commun qui est le rôle au sein de ces États des BRICS d'une forme de capitalisme d'État propre à Mhm. chacun et qui souhaite coopérer dans une instance de dialogue. Mhm. Alors, même si c'est pas quand même quelque chose qui est vraiment affirmé dans le cadre des BRICS, c'est quelque chose qui transparaît dans la réalité économique. On voit que l'interventionnisme d'État, finalement, permet de gagner du temps. Et alors, quelquefois, il est obligé. C'est dans le cadre de sanctions, il faut organiser la réponse et la survie de l'économie. On l'a vu avec l'économie russe et de façon assez magistrale. Donc, d'une certaine manière, on a aussi des exemples qui réaffirment le rôle des États, de leur souveraineté dans la gestion économique de leur pays. Et Mhm. il me semble que on revisite un peu les thèmes de la théorie économique où pendant de nombreuses années, l'Occident mondialisé nous avait fait croire qu'il n'y avait qu'une réponse en économie, c'était il n'y a pas d'alternative, c'était le néolibéralisme total avec ses dérives qui, à bien des égards, nous ont fait penser à une La sorte de fameuse, jungle. la fameuse main invisible du marché qui va se charger Oui, de alors, tout organe. je voudrais bien revenir là-dessus parce que, vous voyez, on fait référence souvent à Adam Smith pour justifier ce genre d'idéalisation, mais on oublie qu'Adam Smith n'a pas qu'écrit c'est ce problème de la main invisible. Ouais, ouais. Il a un ouvrage aussi sur les sentiments moraux. C'est-à-dire que la main invisible n'a de sens que si elle est accompagnée d'une moralisation de ceux qui la pratiquent. Non, Et ça, on a oublié le second d'Adam Smith. Mais bon, voilà. Donc c'est même, la faiblesse même, même dans son livre La richesse des nations, des nations. Oui. oui, et la main invisible, il parle pas de superstition, hein, de Non, superstition. non, c'est Non, pas. il exprime un avis, c'est-à-dire, il utilise ça comme une métaphore parce qu'il dit qu'il y a quelque chose quand même qui se passe, on ne comprend pas. Ne comprenant pas, il utilise ça comme métaphore, mais il n'a jamais dit en Voilà, aucun moment. alors en langage peut-être plus contemporain, on dirait des effets d'externalité, c'est-à-dire Voilà. vous voyez, Mais il n'y a pas. la communion d'actions individuelles fournit quelque chose de plus grand que ce que ne serait la somme des actions individuelles. Voilà. Voilà. Mais alors on peut l'appeler main invisible, mais ça n'enlève pas la réflexion et puis une sorte de moralité, une sorte de contrôle, une sorte d'encadrement. Et je pense Absolument. que c'est l'exemple que donnent ces capitalismes d'État qui ont il n'y a pas une règle, il y a pas la volonté d'imposer un modèle à l'ensemble, un universalisme économique à l'ensemble des pays. Il y a des expériences et beaucoup d'expériences de ces pays sont très intéressantes et amènent à des résultats que l'on voit, qui sont des résultats qui apportent un succès économique. Mhm. Donc, pendant longtemps, si vous voulez, ce discours d'idéologie économique a été porté aussi par
ce qu'on a pu qualifier d'exceptionnalisme, c'est-à-dire des États, c'est en particulier les États-Unis, s'ériger en donneurs de leçons du monde entier sur tout ce qui devait être de l'économie et de la finance. Alors, on peut s'interroger, quelle est la légitimité de ces États à imposer leur vue à l'ensemble de la planète? Alors, est-ce qu'elle est économique? Est-ce qu'elle est militaire? Donc, effectivement, on a pu aussi se dire que dans ce phénomène, on a assisté à ce qu'on a pu appeler une militarisation de la monnaie américaine, quoi. Absolument. Et je crois aussi que il y a l'hégémonie financière a joué un rôle très important. Pendant longtemps, on a promu une transition financière, un seul modèle. Tout le monde devait converger vers cette financiarisation occidentale. Et je pense que c'est une des points de recherche des briques que de fournir un autre mode de faire de la finance, de financer les projets, de revenir à une finance qui risque pas de partir en boucle, en spéculation débridée, et d'autant plus que on a vu que ces spéculations débridées ne aboutissent à des crises qu'on ne sait pas gérer et qui sont à l'origine de phénomènes très forts dans l'économie réelle qui détruisent les sociétés en profondeur. Mhm. Si on regarde ce qui se passe en Europe à l'heure actuelle avec les désindustrialisations, les faillites en chaîne des entreprises, même le pays le plus fort de l'Europe comme l'Allemagne, est touché par ces mécanismes. Et Ah on ouais. n'a pas de réponse à donner pour arrêter ces dynamiques. Donc, il est urgent d'avoir d'autres réponses financières. D'une certaine manière, je pense que les BRICS veulent aussi prendre leur temps pour donner des axes de réponse. Et c'est un sujet quand même qui est très, très compliqué. Mais personnellement, j'ai beaucoup d'espoir sur la capacité d'innovation dans ce sens. Parce que souvent, en matière financière, et donc aussi en économie, les meilleures innovations naissent d'une succession de contraintes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a tellement de contraintes, il faut trouver d'autres solutions. Et je dois dire que on a pu assister à une des vérifications de cette propriété d'une certaine manière avec quand on regarde les sanctions, les milliers de sanctions qui s'imposent à la Russie, en particulier les sanctions monétaires Ouais, et ouais. les résultats économiques et les innovations en matière de système de paiement, le côté excessivement pratique de l'accès sur les nouvelles plateformes financières, que ce soit en Russie, en Eurasie, et même des pays comme l'Ouzbékistan appliquent des systèmes où vous pouvez passer d'une plateforme financière à une autre, du SWIFT, du non-SWIFT, et c'est une réponse aux contraintes. Et ça, je pense que nos observateurs occidentaux, habitués à une inertie, à une idéologie ronronnante, ils n'ont absolument pas revisité en fait les ouvrages de théorie économique qui étaient pourtant très riches sur le sujet. Donc, D'accord. voilà, il me Ah, semble que c'est une vague d'espoir sur un éventail d'innovations, alors qu'on assiste à un renfermement, presque, je dirais même, une isolation des pays occidentaux sur eux-mêmes, qui essaient de maintenir par la puissance et la violence, voire leur hégémonie. Euh, alors, justement, je comprends aussi ce phénomène. Il y a une très bonne raison à ça qui les oblige, maintenant qu'ils sont un peu au bout du rouleau, puisqu'ils n'ont pas voulu prendre en main la réforme du système comme Dominique Strauss-Kahn l'envisageait. Là, maintenant, c'est la réalité de ce que veut dire le dollar comme monnaie de réserve internationale et de moyen d'échange primordial. C'est que derrière cette hégémonie du dollar, il y avait la capacité d'émettre de la dette sans limite. Et c'est pour ça que la dette américaine est sans limite, parce que le mhm. dollar était sans limite. Donc il y avait une assurance que l'économie américaine et la société pourraient être toujours portées par ce rapport de force. À partir du moment où les choses commencent à changer, c'est la question de la dette qui ressurgit. Ouais. Jusqu'à présent, cette dette, en fait, elle n'existait quasiment pas. Elle était virtuelle, si on peut dire. Et là, Mhm. tout d'un coup,
à force d'avoir des monnaies de réserve qui se multiplient, à force d'avoir des échanges commerciaux de moins en moins en dollars, même si on est encore dans des parts d'échange en dollars ou des parts de réserve conséquentes. Mais Mhm. le fait même d'avoir cette dynamique de changement fait que de virtuel, la dette américaine et par extension la dette européenne devient réelle. Parce que dans ma conception, l'euro est un supplétif au dollar dans un espace, dans l'espace européen, mais ne joue pas d'autre rôle. Par rapport à ça, Hélène Clément-Pétillot, le fait que la Russie ait décidé en juin 2024 de choisir le renminbi convertible pour encore de son marché d'échange, même si cette décision est le résultat des sanctions occidentales, parce qu'avant elle ne l'a jamais envisagé, pourrait annoncer de nouveaux changements. Et puis la Russie avait déjà décidé de coter officiellement les renminbi au début de 2015 et d'organiser un marché spécifique de cette monnaie à la bourse de Moscou. Et c'était après les sanctions imposées en 2014, après la question de la climat. Voilà, c'est pour ça que je reviendrai sur ce que vous venez de dire, Kamal. Je Oui, pense que la Russie l'avait envisagé depuis longtemps, depuis absolument, 2014. absolument, Et parce que absolument. la manière dont a été gérée la crise en mars montre bien que tout avait été bien planifié et bien organisé. Il n'y a eu aucune panique des déposants russes et des Russes qui utilisent le système de paiement, alors que il y a eu un brusque rejet de la plateforme SWIFT. Les Occidentaux Mhm. s'attendaient à une panique, un effondrement total du rouble. Mais Ouais. comme les choses avaient été prévues, et vous voyez, je me souviens qu'à l'époque, les gens ont reçu des messages Internet par leur smartphone via les réseaux des banques, en particulier Sberbank, comme quoi ils pourraient choisir à quasiment à n'importe quel moment de se positionner sur de l'or, c'est-à-dire ils pouvaient acheter de l'or, ou ils pouvaient acheter aussi, replacer leur épargne en roubles ou en dollars, en renminbi. Et donc ça a sécurisé les gens, mais ça a été pensé. Il y a eu une réflexion menée au sein du rôle social de la monnaie qui est très intéressante. Et d'ailleurs, il y a des sociologues français qui m'ont demandé d'intervenir sur le sujet. Je dois préparer un article parce que, si vous voulez, c'est un grand thème de sociologie. Il y a un sociologue, Simel, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'acceptation de la monnaie. Et donc, Mhm. on est dans une réflexion et on a un exemple qui est, d'un point de vue des experts et des scientifiques, colossal avec ce qu'on a assisté avec la Russie. Donc il y a eu une précaution qui a été prise pour que la société accepte d'être déconnectée de SWIFT et que ça ne provoque pas un drame monétaire Mhm. auquel s'attendait l'Occident. Si vous voulez, je pense qu'aussi cet exemple, pour les pays du Sud, ça voulait dire qu'on pouvait être hors du système financier de l'Occident et du système des paiements de l'Occident. Enfin, bon, à mon sens, c'est quasiment une révolution monétaire qui a eu lieu en ce mois de mars 2022. Euh, voilà, c'est comme D'accord. ça que je le perçois. Ça a été quelque chose qui a été préparé pour que les esprits accompagnent cette orientation du monde. Alors, il y a eu une accélération, peut-être non voulue, non, les Russes n'ont pas prévu le timing de cet épisode, mais je pense que c'est quelque chose qui sera, d'un point de vue de l'histoire financière et monétaire, un point tournant de, de l'évolution. D'accord. Alors, de ce point de vue, justement, moi, dans 2 minutes, pour finir avec cette première partie de l'émission, le fait que la nouvelle banque de développement a développé différents types de partenariats sur différents domaines et a acquis un niveau de compétence et de crédibilité extrêmement important, a-t-il impliqué un degré de confiance jamais connu auparavant par les pays qui tentent justement de défier le pouvoir hégémonique de l'Occident et de s'en libérer.
La nouvelle banque de développement qui est en fait associée au développement des BRICS, on l'appelle la banque des BRICS. D'abord, elle est dirigée par l'ancienne présidente du Brésil, Dilma Rousseff, et elle vise à fournir des financements pour les pays qui se développent, qui souhaitent se développer, peut-être avec des critères qui sont des critères différents des institutions financières qui existaient jusqu'à présent. On a longtemps disserté sur les problèmes de conditionnalité du FMI, leur poids idéologique. On arrive maintenant à des caricatures, c'est-à-dire pour accéder à des prêts des instances internationales, les pays doivent se plier à des exigences climatiques, des exigences sociétales du type Ouais, développer la diversité de genre ou les choses comme ça, ou imposer des lois sur la possibilité de changer de sexe dans les écoles, enfin des choses qui ouais, en ouais. fait choquent profondément les pays du Sud et au-delà même. Si vous voulez, on a l'impression que on a des institutions qui sont adaptées qu'à certains arrondissements des grandes villes européennes ou américaines, voire même, je ne parle même pas de la totalité des États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de régions américaines où cette idéologie du wokisme n'intervient pas. Ouais, ouais. Donc, il y a une D'accord, sorte de progressisme dans les institutions qui fait que on a besoin d'avoir d'autres critères. Et je crois d'accord, que la Banque des BRICS, d'une certaine manière, ce sera la possibilité d'octroyer des financements d'accord, sur des critères autres que des critères qui sont choisis d'accord. par l'Occident. Donc, ça assure l'indépendance. Alors, la décision prise lors du sommet de Johannesburg, maintenant, j'aimerais qu'on pose un peu, on passe un peu aux questions, disons, organisationnelles et structurelles à l'intérieur des BRICS eux-mêmes. Alors, la décision prise lors du sommet de Johannesburg en 2023 d'élargir les BRICS peut, sans exagération, être qualifiée d'historique. Et en effet, depuis le 1er janvier 2024, l'Égypte, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Éthiopie ont rejoint les BRICS. Et leur adhésion renforce sans aucun doute le profil des BRICS dans les affaires mondiales et accroît leur capacité à contribuer à la construction d'un système de relations internationales plus démocratique et juste, répondant aux intérêts de la majorité mondiale. Alors, l'une des priorités de la présidence russe actuelle des BRICS est de garantir la consolidation du partenariat au sein de l'alliance élargie et d'assurer l'intégration harmonieuse de nouveaux membres dans toute l'architecture du partenariat stratégique BRICS. Alors, dans ce cadre, Hélène Clément-Pitillot, une nouvelle vague d'adhésion est-elle probable au sommet de Kazan? Et puis, cet éventuel élargissement ne serait-il pas aux antipodes d'une intégration harmonieuse et structurée des nouveaux membres? Ou vous pensez l'inverse? Alors, Kamal, comme vous l'avez dit dans votre présentation tout à l'heure, à l'heure actuelle, il y a plus de 30 pays qui sont candidats à l'adhésion aux BRICS. Et à la limite, chaque jour, il y en a un nouveau. Là, si je passe en revue dans le dernier mois auquel nous avons assisté, vous avez la Syrie, l'Afghanistan, bon, bien sûr que la Biélorussie a réitéré son grand intérêt, la Malaisie et même un pays comme la Turquie. Ensuite, vous Oui. avez un pays comme la Hongrie qui met en avant tout l'intérêt des BRICS, etc. On sent bien qu'elle aurait bien envie d'y adhérer. La Serbie aussi. Vous avez même parmi des observateurs français, il y a eu un colloque à Vladivostok il y a à peu près un mois de ça, et un participant français, ancien député européen, Émeric Choprade, a souligné l'intérêt pour la France d'une adhésion au BRIC dans une vision retrouvée de la France souveraine, chère au Mhm. général de Gaulle. Et je dois dire que le petit-fils du général de Gaulle est aussi un partisan que la France rejoigne un jour les BRICS.
Mhm. Donc, sous cette avalanche de candidatures ou potentielles candidatures, je comprends que l'organisation des BRICS est un peu perturbée. Alors, je crois qu'il y a différentes solutions qui se mettent en avant, qui ont été mises en avant. Je crois que j'ai entendu parler d'une sorte d'antichambre de l'adhésion. Donc, il y a des pays qui vont être en attente, et puis il y a des pays qui vont être acceptés tout de suite. Donc, à Kazan, on attend entre 5 et 10 pays qui seront acceptés dans la liste. Si on doit faire des prévisions, je pense qu'il y a un peu, la Turquie devrait être prise, l'Indonésie aussi, le Bélarus aussi. Voilà. Alors après, euh, je crois que il n'y a pas quand même un souci de cette affluence dans le terme d'organisation. Parce qu'avant tout, les BRICS ne, euh, ne mettent pas en avant des solutions toutes faites qui doivent s'appliquer à tous les pays. C'est peut-être l'antithèse de ce qu'on voit dans l'Union, qui sont prises, qui n'ont plus rien à voir avec la démocratie. C'est Madame van der Leyen qui décide en faisant des petites notes sur son téléphone portable, voilà. Et ça doit s'appliquer à tout le monde. Alors, on voit que, en particulier dans des pays comme la Hongrie, c'est un peu crispé. Donc, les BRICS n'ont pas du tout cette organisation tutélaire, vouloir imposer à tout le monde. Au contraire, c'est vraiment des instances de discussion sur la diversité de solutions qu'on pourrait trouver pour arriver à des compromis, pour arriver à faire avancer, pour arriver à faire avancer les ententes et donc la sécurité dans le monde. Donc, je ne vois pas de problème dans l'esprit des BRICS. Si vous voulez, on a à la fois un changement quantitatif, puisqu'une quantité de pays veulent rentrer, mais on a surtout un changement qualitatif avec les BRICS sur ce qu'est une organisation internationale multipolaire. Donc là, ce qui est nouveau, c'est ce choix de la multipolarité. D'ailleurs, si vous regardez quels sont les arguments mis en avant par le gouvernement turc pour demander une adhésion aux BRICS, vous avez cette notion de multipolarité. Les BRICS Mhm. veulent, la Turquie veut être dans une organisation qui puisse parler à tout le monde. Quand je vois dans le cadre de la mer Noire, la Turquie a un rôle majeur. Il y a des problèmes, oui, de relations entre les pays qui bordent la mer Noire, bien évidemment. Bon, on ne va pas revenir sur le conflit en Ukraine, mais la Turquie essaie, d'un point de vue pragmatique, de trouver des solutions. Et donc, son adhésion au BRICS va un peu de soi dans le sens où elle opte pour la multipolarité, même si la Turquie est un membre de l'OTAN. Donc, il y a Sergei Lavrov qui a souligné récemment que l'adhésion au BRIC n'est pas du tout liée au rejet d'autres instances, d'autres participations à des instances différentes. Mhm. Donc, c'est une vision élargie, élargie et, si vous voulez, pas tutélaire. Quels sont les gens qui se sont opposés à ce que la Turquie rejoigne les BRICS? C'est l'Union européenne, c'est l'OTAN. Donc, vous voyez, d'un côté, vous avez des institutions qui veulent encapsuler les pays, hein, je peux employer ce terme, et d'autres une vision au sein des BRICS qui est au contraire de créer des liens. Voilà. Et je crois que la volonté aussi des BRICS, c'est de créer des liens avec ces organisations différentes. L'Union européenne aurait tout à gagner en discutant avec les BRICS, mais on en est très très loin quand on voit D'accord, l'agressivité. d'accord. Voilà. Bien. Alors, à la suite de la réunion des dirigeants des BRICS en Afrique du Sud l'an dernier, les ministres des Affaires étrangères ont reçu pour mission de formuler les modalités de la nouvelle catégorie des pays partenaires et d'établir c'est une nouvelle catégorie, pas forcément deviennent membres, mais une catégorie de pays partenaires et d'établir une liste de candidats à ce statut. Et ce travail, selon la diplomatie russe, est en phase finale pour le sommet de Kazan
qui espère donc obtenir des résultats concrets lors du sommet cette année. Alors, sans aucun doute, les candidats à ce statut doivent être des alliés partageant les valeurs des BRICS, notamment la promotion d'un monde multipolaire, démocratique, le renforcement de la sécurité et de la stabilité mondiale, le respect des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international, le rejet des mesures coercitives unilatérales, comme les sanctions, par exemple, économiques et financières, ainsi que la réforme de l'architecture multilatérale de la gouvernance mondiale. Et afin que la voix du Sud et de l'Est, disons globale, se fasse entendre plus fortement. Alors, ma question, qu'en pensez-vous d'abord? Et puis, cette démarche est-elle plus judicieuse pour éviter de tomber dans les mêmes problèmes structurels qui ont sapé la construction européenne? Alors, c'est bien ce qu'on a commencé à aborder dans la question, dans votre question précédente. Mhm, Et d'une certaine manière, je reprendrai, j'ai noté les différents points que vous avez abordés, qui sont capitaux. Euh, donc, donc, en prenant le vocabulaire utilisé par un des protagonistes russes de la multipolarité, l'économiste Sergei Glaziev, vous avez d'un côté l'Occident global et le Sud global. mhm, Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, la voie du Sud et de l'Est, en fait, c'est le Sud global. mhm. C'est comme ça que Sergei Glaziev les nomme. Donc, les valeurs, alors si on peut parler du terme valeur, bien que ça me gêne parce que souvent l'Europe se définit les valeurs européennes, les valeurs du droit de l'homme, etc. Donc, une moralisation a posteriori, pas forcément, on le voit on a beaucoup d'exemples assez désolants en la matière. On n'a qu'à regarder les Jeux Olympiques, les séances faites lors de l'ouverture des Jeux Olympiques. Absolument, oui. On voit bien que ces valeurs européennes, elles ne plaisent pas à tout le monde, elles plaisent à certains arrondissements des grandes capitales, mais pas du tout aux populations mondiales. Même des pays alliés, comme le Maroc, ont interrompu la diffusion de l'ouverture des Jeux Olympiques. Euh, bon, c'est de la provocation. On ne peut pas mettre en avant ce progressisme agressif à une échelle mondiale sans tenir compte des réalités et des avis des populations. Vous voyez ça, ce que fait l'Europe avec elle-même, avec les pays qui en font partie, elle s'imagine pouvoir le faire avec le reste de la planète. Et ça, je pense que avant tout, les BRICS disent non, nous, on veut une autre organisation. Et si on reprend les points que vous avez soulignés, l'accord de base, c'est la promotion d'un monde multipolaire. Un monde multipolaire qui part, à partir du moment où il est multipolaire, il va être aussi plus démocratique parce il va y avoir des confrontations, il va y avoir des témoignages de différents pays. Ensuite, renforcement de la sécurité et de la stabilité mondiale. Je crois qu'aussi, dans les BRICS, ça passe par des coopérations avec des organisations qui existent déjà en matière de sécurité dans le sud global, comme l'organisation de Mhm. Shanghai. Ça aussi, c'est une manière de mieux gérer les conflits par des projets de pacification et de mettre un terme aux guerres qui peuvent survenir. Ensuite, le respect des principes de la Charte des Nations Unies et des droits internationaux, ça veut dire que les BRICS s'incluent dans les principes du droit international. Et ce droit international, si on le regarde bien, depuis un bon nombre d'années, l'Occident a pris l'habitude de le bafouer. Dans ce qui nous concerne en Russie, Mhm. si on regarde ce qui est passé avec les accords de Minsk, l'Occident a bafoué ce droit international avec arrogance, voire même mépris. C'est-à-dire que le complexe militaro-industriel voulait la guerre. Mhm. Et d'ailleurs, au début de ce mois, il y a le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a signé un article dans Foreign Policy euh, et qui explique, il le dit explicitement, hein, explicitement.
la guerre en Et même Ukraine ou ailleurs, ce n'est pas pour, Angela ce Merkel n'est, et François Hollande l'avaient dit explicitement. ce n'est On pas a signé, pour mais la on savait qu'on n'allait démocratie. pas respecter. Donc, si vous voulez, cette manière de faire du droit international, ça marche plus. Les BRICS se disent, bon, ben non, il faut appliquer vraiment les directives internationales et pas faire de la communication. Et l'Occident, l'Occident global s'est dirigé non plus vers le droit international ou l'économie, mais vers la communication. Il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'on va raconter, on va faire un récit et on va faire en sorte que tout le monde croit à ce récit. Et la réalité devient terrible parce que même militairement, c'est comme ça. Il y a le récit, la réalité, on s'en fout. Si sur le terrain, l'OTAN perd, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que toutes les populations soient persuadées que l'OTAN a gagné. Par rapport à cette idée-là, de créer, c'est-à-dire qu'on maintienne le cœur, le noyau des BRICS ou du BRICS plus, et puis de créer cette catégorie de pays partenaires. Ils sont partenaires, donc il y a de deux ensembles. Un ensemble qui va continuer à créer tout le nécessaire pour que les BRICS puissent fonctionner dans de très bons termes. Et puis, en attendant qu'il y ait d'autres adhésions, il y a cet ensemble-là de pays partenaires qui va permettre à beaucoup de pays qui souhaitent justement à terme, dans quelques années, rejoindre les BRICS, de se préparer, de coopérer déjà avec le forum. Alors, oui, c'est l'idée de l'antichambre. Mais Mhm. il me semble que l'antichambre n'est pas dévalorisante dans le sens où je Absolument. pense que dans le cadre de ce qui est mis en place par les BRICS au niveau du système financier et monétaire, en fait, ces pays, même s'ils sont dans l'antichambre, ils pourront utiliser les outils du système de paiement des BRICS. Vous voyez, on voit déjà ça, que dans la pratique, dans l'utilisation au quotidien, on voit bien qu'une multitude de pays, enfin, une multitude, j'exagère peut-être, mais disons, on peut les citer, hein, des pays d'Asie et de l'Eurasie utilisent des alternatives au système de paiement de SWIFT, mais permettent aussi des passages de l'un à l'autre. Alors que techniquement, l'Occident nous dit ah ben c'est pas possible. Ben si c'est possible parce que il y a des outils, l'outil informatique est quand même adéquat et on a des innovations. Et puis cet Occident ne peut plus tout contrôler, ne peut plus tout interdire. Vous voyez la revendication, ce que vous soulignez tout à l'heure, le rejet des mesures coercitives unilatérales, les sanctions, les menaces militaires punitives, tout ça, c'est fini. Les BRICS veulent dire non et montrent d'ailleurs que les sanctions sont contre-productives. Donc, c'est les exemples qui ont été donnés, c'est la fin de ces systèmes de menaces mis en place par l'Occident. Et il y a quand même en Occident, vous voyez, si on fait référence au discours pour l'élection américaine, là, qui en ce moment quand même bat son plein. Mhm. Vous avez d'un côté Trump qui va vous dire si les pays décident de payer avec d'autres monnaies que le dollar, on va leur mettre des droits de douane épouvantables, 100%, etc. Ça, c'était un discours qui a été mis en Oui, oui, avant oui. il y a un mois à peu près. Et donc, effectivement, ça avait de quoi un peu inquiéter les pays des BRICS. Mais d'un autre côté, vous avez le Trump d'hier ou d'avant-hier qui vous dit, mais en fait, beaucoup de néoconservateurs ne comprennent rien à ce qui se passe. Ils jouent comme un jeu à somme nulle. Ils s'imaginent que il y a toujours un gagnant et un perdant, alors qu'en fait, la coopération permet, c'est même il fait référence à des mathématiques scientifiques, enfin, à des apports de la théorie des jeux, qui est assez quand même intéressant dans les propos de Donald Trump, où il explique que le résultat de la théorie des jeux, c'est de montrer que la coopération est plus bénéfique que l'affrontement. Et ça, c'est vrai qu'il a raison de le dire, les néoconservateurs, et voire même l'Europe entière, qui est émue par cette mode néoconservatrice, ne réalise pas
le b.a.-ba de la théorie des jeux. Donc, d'une certaine manière, on voit que il critique parce qu'il a peur de les attaques sur, enfin, la perte de puissance du dollar, mais en même temps, il est d'accord avec les BRICS sur cette notion de coopération qui est plus importante et qui est plus bénéfique à chacun des pays que l'affrontement. Voilà, donc D'accord. ça, ce sont des débats quand même au cœur et je crois que les BRICS font mettre au premier plan ces débats. Vous voyez, je n'ai pas l'impression que Donald Trump, il y a quelques années, aurait pu mettre ça en avant. Et s'il met en avant maintenant ce genre de raisonnement, c'est aussi parce qu'il y a une puissance de la pensée de cette nouvelle organisation qui sont les BRICS. Pour moi, on a une évolution de la conception et qui est alors certains diront une révolution, non, un tournant complémentaire. On ne va pas se mettre dans un corner du néo-conservatisme. La dédollarisation devient une tendance mondiale. Alors, non seulement les BRICS, les pays des BRICS, mais aussi de nombreux autres États cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis du dollar américain. C'est ce que vous avez expliqué d'ailleurs lors de votre réponse à la deuxième question, en raison de la méfiance justement croissante envers la fiabilité du système financier occidental, souvent utilisé par Washington et ses alliés européens comme un outil de chantage et d'imposition de volonté politique, voire comme une arme carrément de guerre. Alors, la création d'une infrastructure de paiement et de règlement indépendante et résistante aux pressions des sanctions est un élément clé pour renforcer l'autonomie et la souveraineté financière des pays des BRICS. Et à ce titre, lors du sommet de Johannesburg l'année dernière, il a été demandé au ministre des Finances et au gouverneur des banques centrales des pays des BRICS d'examiner les questions liées à l'utilisation des monnaies nationales. Très important, des instruments de paiement et des plateformes dans les opérations commerciales mutuelles. Et puis, un projet de plateforme multilatérale pour les paiements transfrontaliers a été présenté aux partenaires. Cette plateforme offrirait un accès égal à tous les membres de l'Alliance aux instruments financiers existants, tout en garantissant un haut niveau de protection des informations financières échangées et en minimisant les coûts, y compris par l'utilisation d'outils innovants. Et cette plateforme-là, elle est aussi appelée à s'élargir même aux pays qui vont faire partie de ce que vous avez appelé l'antichambre des BRICS, c'est-à-dire les pays partenaires. D'ailleurs, la preuve, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas membres des BRICS et qui ont réussi à adhérer à à la nouvelle banque de développement des BRICS. Alors, Hélène Pétillot, Clément Pétillot, comment analysez-vous l'avancement du travail des pays des BRICS plus pour la création d'une monnaie d'échange et de plateformes alternatives de substitution à celles contrôlées par l'Occident? Et on aimerait aussi comprendre et qu'on puisse expliquer à nos auditeurs où se trouve la complexité de ce travail, pourquoi n'arrive-t-on pas à avancer rapidement? Alors, c'est toujours la question de pourquoi les choses vont pas plus vite, mais je crois que le sujet qu'on a abordé tout à l'heure, c'était l'importance de ce sujet monétaire et le rapport des populations à la monnaie, ce que représente la monnaie par rapport aussi à ce qu'elle porte. En fait, la monnaie, c'est de la dette. Donc, c'est la dette d'un pays vis-à-vis de sa population et du reste du monde. Mhm. Donc, on sent très bien que ce sont des sujets sociologiquement importants, et peut-être plus qu'économiques. Donc, à mon sens, c'est tout à fait normal qu'il y ait des précautions et qu'il y ait des périodes d'observation nécessaires. Vous voyez, on parle de dédollarisation, certes, mais c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est quelque Mhm. chose de progressif, toute une dynamique qui est en œuvre, certes. Vous avez quand même, au bas mot, plus de 60% des échanges qui se font quand même encore en dollars. Mais ce que l'on observe, c'est que des acteurs majeurs
de ces échanges en dollars commencent à dédollariser. Et ça, par exemple, l'adhésion aux BRICS de l'Arabie Saoudite a été, à mon avis, aussi un tournant capital. Parce Ouais. que ça veut dire qu'elle prend son autonomie vis-à-vis du partenaire historique et du partenaire monétaire historique. Ça veut dire que le pétrole, de plus en plus, pourra être négocié hors du dollar. Et de Mhm. fait, il est négocié de plus en plus hors du dollar. Alors, techniquement, il faut aussi regarder ce qui se passe. Parce que, si vous voulez, des changements économiques, ils sont aussi dictés par la pratique. On a parlé tout à l'heure des innovations qui sont faites par la contrainte. Ça, c'est dans la théorie économique. Et là, la contrainte des sanctions, c'est manifeste. La contrainte du fait que vous pouvez vous faire piquer vos réserves de la Banque centrale parce que vous faites une action politique qui ne plaît pas à un pays occidental. Là aussi, ça a créé un raz-de-marée de mise en cause du système, du système de l'étalon dollar. Mhm. C'est ce qui est arrivé à la Russie. Personne ne veut que ça lui arrive. Enfin, c'est pas qu'à la Russie, à l'Iran et à une liste de pays. Euh, mais donc, les innovations financières naissent par la contrainte, mais aussi par, ce, par la pratique. C'est-à-dire que là, on voit se développer des, des solutions bilatérales d'échanges entre les pays. Si on regarde les échanges entre la Russie et l'Inde, ils ont été multipliés depuis 2 ans, mais c'est faramineux. Mhm. Chaque jour, quasiment, on vous donne un nouveau chiffre. Donc, et ce sont des échanges qui se font en roubles et en roupies. Mais en même temps, comme les Russes, qu'est-ce qu'ils peuvent pas, ils ont beaucoup de roupies, mais du coup, ils vont essayer de regarder dans les produits que est susceptible de fournir l'Inde, dans quelle manière ils pourront utiliser ces roupies. Donc, vous voyez, une, il y a une dynamique de la nouveauté par rapport à ces nouvelles monnaies qui implique un nouveau regard sur les échanges. Et ça, je crois que c'est intéressant parce que on voit bien que se développent des nouveaux axes de transport, des axes logistiques la géographie mondiale. Mais c'est surtout ces nouvelles opportunités. On se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire avec nos nouvelles roupies, avec nos roupies? Eh ben, on va acheter des choses en Inde qu'on n'avait pas prévu d'acheter. Je pense que ça, c'est une dynamique très intéressante. Mhm. Les prévisions sur ce qui sera la monnaie de compte des BRICS, on a quand même des grandes idées. Hein. On sait qu'elle reposera à quasiment 40% sur l'or, donc quelque chose de physique. On n'est pas dans le virtuel des monnaies qui reposent uniquement sur la confiance dans un système, dans une organisation militaire, dans un pouvoir économique hégémonique, etc. Donc là, on est sur du 40% de l'or et le reste, un panier avec des répartitions qu'on ne connaît pas encore sur le poids des monnaies dans les économies, peut-être dans les économies des BRICS, peut-être dans l'économie. On n'a pas encore la répartition des poids du panier, mais on sait que ça sera à peu près quelque chose comme ça. 60% sur les monnaies du groupe des BRICS et 40% sur l'or. L'utopie mondialiste est de plus en plus déconnectée des réalités d'un monde devenu de plus en plus multilatéral et ces valeurs sont universellement rejetées. C'est ce que vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure. Et la multilatéralité rétablit de plus en plus les États dans leur rôle d'acteurs principaux du système international. Et puis on a à cet effet plus d'une trentaine de dirigeants de pays, dont ceux des BRICS évidemment, ainsi que des partenaires de la CEI, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des chefs de secrétariat d'organisations d'intégration régionale et internationale, y compris bien sûr l'Union économique eurasiatique et l'Organisation de coopération de Shanghai. Tout ce beau monde-là a été invité à assister au prochain sommet de Kazan. Alors ma question, comment analysez-vous cette tendance en Afrique, notamment dans la région du Sahel? Cette nouvelle dynamique peut-elle ouvrir de nouvelles possibilités à ces États de mettre en place des politiques de développement à marche forcée de grande envergure et dans lesquelles les entreprises privées pourraient trouver, tout comme l'État, pourrait trouver des espaces pour leurs activités. Alors, je crois qu'il est bon, en effet, de mettre
en lumière que dans le cadre des BRICS, il y a aussi le refus d'un progressisme sociétal qui veut être imposé à tous les pays du monde et qui est contraire à toutes les volontés. Cet universalisme du climat, du genre, tout ça, c'est quelque chose qui agresse. Et peut-être un des pays qui, à mon sens, pas peut-être c'est plus facile de le voir parce que ce sont des pays francophones et que peut-être qu'en Asie, vous avez la même chose, mais c'est peut-être plus difficile d'avoir accès pour un francophone. Euh, en Afrique, on a vraiment l'impression qu'il y a une incompréhension totale du ressenti des Africains par rapport à ces thèmes qui sont des thèmes qui sont rabâchés en longueur de temps aux Européens comme étant le progressisme et l'adhésion. Vous voyez, je me suis déjà entendu dire, ah oui, mais en Russie, c'est une dictature, donc vous ne pouvez pas comprendre, mais le fait de changer le nom d'un enfant dans une école, un petit garçon, de l'appeler du nom d'une petite fille, c'est normal parce que c'est partout dans le monde. Ben non, c'est pas normal. Et non, c'est pas partout dans le monde. Les enseignants qui se livrent à ça se rendent pas compte qu'ils sont le jouet d'idéologues hors sol. Donc, Mhm. je crois que pour l'Afrique et surtout pour les pays du Sahel, qui sont francophones, il y a un rejet de ces pratiques qu'ils voient appliquées en France avec agressivité et partout. Et vous avez aussi toute cette litanie sur la crise climatique où il faudrait arrêter toute agriculture, toute industrie. Donc la désindustrialisation, ah, c'est bien pour le climat. L'arrêt de l'agriculture, on va tuer le cheptel c'est bien. Et les pays d'Afrique vont faire la même chose. Ben, les pays d'Afrique, ils sont à une étape où c'est même pas concevable de se dire on va tuer le cheptel, on va ils sont à une étape où, au contraire, l'accès à l'électricité va leur permettre, l'accès à l'électricité généralisée va leur permettre le développement industriel et les progrès agricoles, et donc l'alimentation. Vous voyez, pour un pays d'Afrique, s'entendre dire qu'il n'y a pas besoin il faut tuer les vaches et qu'on va construire une usine d'insectes, je crois que c'est un peu particulier. Et puis, la question, un homme peut devenir une femme peut devenir un homme, avec tout ça remboursé par la sécurité sociale à la charge de l'État. Les pays d'Afrique n'adhèrent pas. Qui adhérerait? Et je crois aussi que le non-respect des droits internationaux dont on a évoqué tout à l'heure, là, qui se donne à voir de l'Occident dans pas mal de pays, c'est aussi un élément qui fait qu'il y a une sorte de prise de distance, c'est-à-dire l'Occident, avec ce genre de pratique, il n'est plus crédible. Il n'est plus crédible D'accord, sociétalement, d'accord. il n'est plus crédible économiquement. Et quand on voit d'un point de vue de la sécurité, ce qui se passe dans les pays comme l'Ukraine, ou Gaza ou au Liban, on est affolé quand on est D'accord. Merci. dans un pays d'Afrique. Hélène Clément Pitillot, je vous remercie pour tous ces éclairages et ces analyses. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.